Bonjour, bon après-midi. Merci d'être là encore aujourd'hui. Mon nom est Karine Duplessis, je suis journaliste en vin. Vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'écouter à Radio-Canada. Et aujourd'hui, je vous propose une formule un peu différente. Dans ce temps de confinement où on est coincé à la maison, je ne peux pas donner d'atelier. D'habitude, je donne des ateliers, entre autres au Grand Marché de Québec. Et c'est des soirées super conviviales où je sers du vin, où souvent je présente une région. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, mais dans le confort de chez vous. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de vous acheter une bouteille, je vais vous en suggérer quelques-unes, puis vous pourrez aller les acheter. Alors aujourd'hui, je vous amène dans l'État de Washington. Ce sont des vins, je suis certaine que vous en avez déjà goûté, puis peut-être que vous dites, ben non, je sais pas trop. Est-ce que j'en ai déjà goûté? Parce que parfois, le mot État de Washington, parfois on le confond avec Washington DC, Maison-Blanche. Alors peut-être que vous savez pas trop où ça se trouve et je vous amène là-bas, je vous amène dans un rayon de soleil. Et ensuite, après cette demi-heure à peu près passée ensemble, vous allez être un expert, puis vous allez avoir peut-être envie de vous d'en déguster cette fin de semaine pour Pâques. Alors, suivez-moi, je vous amène. J'ai mis souvent, quand je fais des ateliers, les gens le savent, j'aime les cartes, j'aime les PowerPoint. Et là, vous allez le voir à l'écran, vous allez voir ce que moi je vous raconte, vous allez voir des photos, ça va vous faire voyager, tout ça chez vous. Alors, c'est parti, suivez-moi. Où est-ce qu'on est quand on est dans l'État de Washington? D'abord, on est au nord-ouest des États-Unis. Je vous ai mis cette carte de Wine Folly. On les salue d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas ce site, allez les visiter. Donc, cette carte des États-Unis où on voit, on fait du vin, partout aux États-Unis. C'est assez rigolo. Donc, tous les États font du vin et l'État de Washington, évidemment, en fait partie. Donc, nord-ouest, vraiment à la frontière avec le Canada. Et si vous dites, est-ce que ça me sonne des cloches, l'État de Washington? Je suis certaine que oui. Pensez Amazon, pensez Costco, pensez Starbucks, ce sont des bannières, ce sont des chaînes qui ont tous leur siège social dans l'État de Washington. Alors déjà, je suis sûre que vous êtes davantage familier avec cet État. Et aussi avec Seattle, regardez la photo, c'est magnifique, un paysage vraiment séduisant. Donc oui, on est sur le bord du Pacifique, les bateaux de croisière qui partent vers l'Alaska et ces chaînes de montagnes dont on va parler inévitablement dans quelques minutes ensemble. Alors là, déjà, ça vous situe un peu le portrait et dans quelques minutes, vous allez aussi connaître bien l'État de Washington pour ses vins parce que c'est le deuxième État plus grand producteur. Alors, je vous l'ai dit, je vous ai montré la carte des États-Unis, on fait du vin partout, je vous l'ai dit. La Californie qui compte pour plus de 80% de la production des vins américains. Alors, c'est sûr que quand on pense d'emblée vin américain, on pense Californie, mais l'État de Washington arrive juste derrière. Alors, ils ont quand même une production qui est intéressante, puis on va voir ça ensemble. Je vous montre la carte parce que, pour se plonger dans les vins, ça va vous donner un peu une idée de où, finalement, les régions viticoles se situent. Alors, vous voyez Seattle, qui est vraiment ce qui est le plus près de l'eau. Vous voyez le Seattle est, disons, coincé entre deux chaînes de montagnes, les chaînes olympiques et les chaînes cascades. Cette région viticole qui est près de Seattle est en tout cas moins connue de chez nous parce que le climat est vraiment différent. Alors, on va se concentrer vraiment vers l'est de l'État, après les montagnes cascades, où vraiment le climat, c'est ce qui va nous intéresser, c'est cette géologie qui va nous intéresser. Et on voit aussi que la majorité des 14 régions disons, viticoles, donc les AVA, ce sont un peu les AOC américaines. On voit qu'elles sont concentrées donc après les chaînes de montagne, dont la plus importante, puis je vais vous en parler à plusieurs reprises, c'est la Columbia Valley. Alors, on va regarder ça, on va plonger ça ensemble. Vous voyez ici que c'est une viticulture, entre guillemets, qui est assez moderne. Donc, vous voyez déjà dans les années 80, ce tableau-là, il vous montre comment, depuis les années 80, comment le nombre d'établissements qui font du vin, le nombre de marques, le nombre d'entreprises autorisées à faire et à vendre du vin a vraiment a grandi de façon exponentielle au cours des dernières
décennies. Donc, l'État de Washington, la viticulture assez récente, hein? Donc, vous l'avez vu, on a ce grand plateau après la chaîne de montagnes. On va le voir ensuite sur d'autres images. Un immense plateau. J'ai envie de vous dire, imaginez-vous un peu, c'est un peu le Far West. Hein? Donc, on est vraiment ce grand plateau avec les chevaux sauvages qui couraient sur ce grand plateau-là. Et ce sont donc des fermiers qui possèdent les terres, qui cultivent plein de choses, hein, du blé, des légumes. Et évidemment, avec cet engouement pour la viticulture, mais aussi cette connaissance du climat, de la géologie, ils ont découvert, wow, hey, on a un potentiel viticole incroyable. Alors, dans les années 80, on commence à avoir de plus en plus d'établissements et là, on le voit, on dit qu'en moyenne, il y a quatre nouvelles demandes de permis par mois, c'est pas rien, 4 nouvelles demandes de permis par mois pour finalement acheter des raisins et faire du vin avec sous notre nom. Donc, on voit que ça grandit et là, on est rendu au-dessus de 1000 établissements qui peuvent vendre du vin. Alors, on le voit ici en chiffres, qu'est-ce que ça représente l'État de Washington. Donc, plus de 1000 établissements vinicoles. Donc, vraiment, soit des gens qui possèdent des vignes et qui font leur propre vin et qui ensuite le vendent, ou ce sont vraiment juste des producteurs qui vont acheter des raisins et qui vont les commercialiser sous leur nom. Et ensuite, plus de 400 producteurs de raisins, donc pas nécessairement des gens qui font du vin sous leur marque, mais qui produisent des raisins. Ensuite, hectares plantés, donc à peu près 24 000 hectares plantés. Pour vous donner une idée, hein, souvent là, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, là, ça équivaut à peu près à la superficie des vignes de la Bourgogne. Alors, pour un grand État comme ça, c'est quand même encore assez peu, donc on a encore de la place pour augmenter. Et pour aussi vous donner une comparaison avec la Californie, la Californie, on serait plus autour de 250 000, donc à peu près 10 fois plus d'hectares plantés que dans l'État de Washington. Moi, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des vins de l'État de Washington. C'était une conférence que j'avais déjà donnée et vous allez voir, ils sont vraiment dans une démarche, on pourra en reparler ensemble à la fin, mais ils sont vraiment dans une démarche là, mondiale, type global, où ils veulent à la fois se faire connaître, mais faire connaître justement cette envie de découvrir les vins, découvrir la gastronomie, tout ça. Et j'avais envie de vous présenter les vins de l'État de Washington parce qu'ils ont vraiment un profil qui est différent de ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et vous allez voir, on va commencer par le climat. Donc, climat désertique, semi-désertique. Alors, comment ça se passe? Mais finalement, là, toute la pluie, vraiment les nuages vont arriver du Pacifique. Hein, on l'a vu sur notre carte. Alors, tout ça arrive du Pacifique. On est gorgé d'eau. Les nuages sont gorgés d'eau. Et ils vont frapper cette première chaîne de montagnes qui est les montagnes olympiques. Ils vont déverser donc beaucoup de pluie, plus de 600 cm. Ensuite, les nuages vont arriver à Seattle, qui se retrouve un peu coincé entre les deux. Si vous êtes déjà allé à Seattle, si vous êtes chanceux, comme quand moi j'y suis allée en 2017, il faisait un temps magnifique, comme sur la photo que je vous ai présentée au début. Mais ceux qui vivent là-bas, souvent ils disent « Ah, il pleut pas mal ». Alors on le voit, les nuages, ils ont encore de la pluie. Et ensuite, ils vont aller frapper la deuxième chaîne, donc la chaîne cascade, pour quand on va arriver sur notre grand plateau, dans la Columbia Valley, il ne restera plus grand-chose dans nos nuages. Alors, on va avoir vraiment un climat très sec, très aride. On le voit, 15 à 20 cm. Pour vous donner une idée, qu'est-ce que ça représente un petit peu dans d'autres régions viticoles? À Bordeaux, on serait plus autour de 60 cm par année de pluie. À Napa, qui se trouve en Californie, là, juste un peu plus au sud, on serait plus autour de 40 cm. Et là, je vous l'ai dit, la Columbia Valley, autour de 20. Alors, on compare la Columbia Valley, pourquoi? Avec ces deux autres régions, parce que vous allez voir, quand on va regarder le profil des vins, souvent on a des vins justement un peu à la bordelaise ou un peu à la californienne. Le Cabernet Sauvignon est très important dans la région. Alors, quand on regarde un petit peu
le profil, c'est quoi la pluie, comment les vignes ont de quantité d'eau dans chacune des régions, ben, ça peut nous donner aussi une idée de à quoi finalement, comment les comparer et à quoi après ça les vins peuvent ressembler. Où on se situe aussi, on est un petit peu au nord du 45e parallèle. Alors, on est vraiment dans ce que j'ai envie de vous dire en anglais le sweet spot, hein, vraiment dans vraiment le sweet spot de la viticulture. Hein, on le voit, les grandes régions qu'on connaît là, dans l'hémisphère nord se trouvent soit un petit peu au nord ou au sud du 45e parallèle. Alors, vraiment, la Columbia Valley un petit peu au nord. Et qu'est-ce que ça répond? Qu'est-ce que ça correspond plutôt avec les heures d'ensoleillement? Ben, puisqu'on est un petit peu plus au nord en latitude, on va avoir plus d'heures d'ensoleillement. Pensez quand vous allez, par exemple, si vous êtes fan d'aller dans les tout inclus à Cuba ou en République dominicaine, bien souvent le soleil va se coucher plus tôt parce qu'on est près de l'équateur. Alors là, puisqu'on est la Columbia Valley, puisqu'on est plus au nord, bien on a un peu plus d'heures d'ensoleillement, ce qui est bon pour notre raisin. Le raisin aime le soleil, il accumule tout ça et il va se gorger de fruits. Alors, c'est une bonne chose pour le raisin. Aussi, si on voit les températures moyennes par région, encore une fois, on compare avec Bordeaux et Napa. Je vous le disais parce qu'on veut on présente un peu des profils de vin qui vont être différents, mais similaires d'une certaine façon. Alors, on voit, il fait chaud pendant les mois là, donc où vraiment les raisins vont mûrir, juillet, août, et vers la fin, là, quand on est près de la vendange ou tout de suite après la vendange, ça va tomber assez rapidement, ce qui est parfait. Si on n'a pas encore vendangé, c'est parfait pour l'acidité. Et si on a vendangé, ben c'est parfait aussi. La vigne peut se mettre au repos plus rapidement. Alors, on voit donc des températures vraiment très chaudes quand tout ça est en croissance et vers la fin de la saison, quand on récolte et quand la vigne tombe en dormance, ben, ça tombe plus frais rapidement, ce qui est un climat idéal. Alors, pour résumer, par rapport à notre climat, beaucoup d'heures d'ensoleillement, 300 jours d'ensoleillement par année. Ça fait rêver tout ça quand on habite au Québec comme moi. Des longues journées chaudes, des nuits fraîches. Ah oui, ça, je vous en ai pas parlé. Évidemment, on est dans un climat, je vous l'ai dit, semi-désertique, désertique. Alors, comme dans tout bon désert, les nuits sont fraîches. Et ça, la vigne, elle aime ça. Pourquoi? Ben, les raisins, ça permet de garder l'acidité et la vigne, ça permet de se reposer. Pensez à quand on est en canicule chez nous. On aime ça, dormir au frais le soir. Alors, pendant toute la journée, le raisin, il travaille vraiment... il se gorge vraiment en fruits. Et le soir, là, il aime ça être au repos, là, un peu comme nous. Alors, c'est une bonne chose quand on a cet écart de température entre le jour, où on permet vraiment la croissance avec cette chaleur, ce soleil, et la nuit, où on va se mettre au repos et on préserve l'acidité, la fraîcheur des raisins. C'est très bien. Deuxième chose qui est vraiment marquant dans l'État de Washington, c'est l'abondance en eau. Alors, vous le voyez sur cette photo-là, ce climat, je vous l'ai dit, désertique, semi-désertique. Alors, si on n'a pas d'eau dans l'État de Washington, ben on n'a pas de vigne. C'est bien clair, dans la Columbia Valley, pas d'eau, pas de vigne, pas de culture. Et la chance que la région a, c'est bien simple, c'est qu'elle a beaucoup de rivières, mais entre autres la Columbia River. Donc, c'est le quatrième plus grand fleuve en volume des États-Unis. C'est un fleuve qui s'écoule vers le Pacifique et bon, avec tous ces affluents, on dit que c'est à peu près la taille de la France. Alors, vous imaginez cette quantité d'eau qui est disponible pour les agriculteurs, là, peu importe la culture qu'on choisit de faire, mais entre autres pour les viticulteurs. Alors, quand on a accès à l'eau, ben, on peut faire de la viticulture. Alors, c'est pour ça que plusieurs des photos que je vais vous montrer, portez attention. Donc, où finalement il n'y a pas de vigne, ben, c'est sec, c'est le désert, c'est du sable, c'est très, très aride. Alors, cette abondance en eau, c'est une ressource qui est primordiale. Dans d'autres régions viticoles, entre autres, on n'a pas cet accès à l'eau.
disons, de façon aussi abondante et on commence à se questionner justement pour l'avenir, quand on aura moins accès à l'eau, comment on va faire. Alors, le fait d'avoir ça, c'est un atout pour la région. Ensuite, la géologie. Ben moi, la géologie, je vais vous le dire, là, ça me fascine. Autant ça me fascine, autant c'est complexe. Et vraiment, l'histoire de l'État de Washington, sa géologie, elle est vraiment fascinante. Alors, premièrement, on va le regarder, je vais vous montrer d'autres diapos, là, mais premièrement, donc, on a un sous-sol qui est très basalte. Pourquoi basalte? Ben, on a vraiment un endroit, un environnement qui est riche en volcans, vous allez le voir. Donc, tout ça, c'est coulé de lave là, fait on a un sous-sol riche en basalte. Ensuite, il y a eu des inondations de Missoula. Je vais vous raconter ça, mais c'est vraiment une histoire qui est assez fascinante. Donc, qui ont apporté des dépôts partout vraiment dans la région. Alors, deuxième chose, et beaucoup de vent, énormément de vent, qui ont fait certaines régions vont être riches en lauze, qui est un sol là, qui est très, 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 très fin. On dirait de la poudre tellement c'est très, très fin. Et tout ça, cet assemblage d'événements, mais aussi de composantes, va faire un sol qui est excellent en drainage. Alors déjà, on n'a pas beaucoup d'eau, mais quand on va faire un drainage, par exemple avec de l'irrigation en goutte à goutte, il n'y a pas de... vraiment, ça va se drainer très facilement. Alors, c'est bon pour la vigne, ça. C'est faible en nutriments. Et dernière chose, on a peu ou presque peu de phylloxéra. On en parlera plus loin. Alors, peu de maladies aussi. Alors, un sol qui est vraiment très, très parfait, disons, mais très particulier pour la vigne. Alors, je vous l'ai dit, sous-sol riche en basalte. Alors, cette rencontre des plaques tectoniques là, qui est arrivée il y a des millions d'années, donc, c'est deux plaques qui vont se rencontrer, qui vont résulter, tout ça, il va y avoir un résultat, une formation de chaînes de montagnes, et on va avoir des volcans actifs. Vous les voyez sur la carte, ces petits points, et qui vont faire que, bon, à certains moments, il y a eu des coulées, et ça va faire que, donc, je vous l'ai dit, le sous-sol va être riche en basalte. Première chose, mais là, vous le voyez bien, je trouve, sur la carte. Deuxième chose, bien, je vous l'ai dit, cette diversité de sol qui vient des inondations de Missoula. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On se trouve donc dans cette période glaciaire, il y a environ 15 000 ans. Vous le voyez sur la carte, donc on est dans le Montana, dans l'État du Montana, il va se former un immense lac avec un bouchon de glace. Donc, le lac, il est bloqué, il ne peut pas s'évacuer. Donc, on a cet immense lac que vous voyez, donc lac Missoula dans le Montana. Cet énorme bouchon va céder. Et là, vous imaginez quand vous prenez un bain, là, puis ça s'évacue, là, mais ou si par exemple vous avez déjà eu, moi j'ai déjà vu ça, là, des piscines gonflables, là, ou même une piscine pour enfants, puis là vous appuyez dessus, puis ça part, là, tout se déverse. Mais vous imaginez cet immense lac qui se déverse et qui va s'en aller, qui va lessiver le sol vers le Pacifique. Vraiment, les géologues vraiment les géologues là, au 20e siècle, quand ils ont commencé à regarder la géologie vraiment de l'État de Washington, il y avait des choses, ils ne comprenaient pas d'où tout ça venait. Il y avait certains endroits, on aurait dit des chutes là, qui étaient encore plus, il n'y avait plus d'eau, mais on voyait qu'il y avait une formation d'une ancienne chute, on aurait dit les chutes Niagara, mais X large, là, c'était énorme. À d'autres endroits, on voyait qu'il y avait comme, on aurait dit qu'il y aurait eu un autre bouchon, un autre blocage, un autre barrière. On comprenait, vraiment les géologues, ils comprenaient pas et tout ça, finalement, ils ont fini par le comprendre en allant plus loin dans l'État du Montana et de comprendre finalement que cet énorme lac, il y avait eu un énorme lac et quand il s'était déversé, bien, il avait vraiment transformer le paysage de l'État de Washington, d'une part, mais d'une autre part, il avait vraiment, vous imaginez là, cette quantité d'eau-là, elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté avec elle des sédiments, elle a vraiment transformé le sol parce qu'elle a déposé des dépôts à plein, plein d'endroits, vous le voyez là, sur la carte. On dit que quand cette banquise-là, le bouchon, a été enlevé, là, que la vague, là, vous imaginez, la pression était, cette immense vague, elle était de plus d'1 mètre.
et à peu près à 100 km/h. Alors, vous imaginez, ça a beaucoup bougé, ça a beaucoup bougé des roches, ça a bougé des sédiments. Et tout ça, ce qui est encore plus fascinant, là, on voit la trajectoire. Là, donc, il y a eu après ça un gap, là, un bouchon qui s'est formé. Après ça, il y a eu d'autres dépôts qui sont allés se déposer ailleurs. Alors, on voit la trajectoire. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que tout ça s'est recréé à plusieurs reprises. Alors là, on voit là, le bouchon, le goulot d'étranglement dont je vous parlais, qui a fait en sorte que, bon, ça a fait d'autres dépôts à d'autres endroits. On le voit bien là, sur la carte. Et voyez-vous, ici, on le voit vraiment bien sur cette photo-là. Alors, tout ça, c'est fait que sur près de 2000 ans, il y a eu plusieurs, donc le bouchon, il s'est reformé, il a recédé, et on voit donc qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont recréés. Cet événement-là s'est recréé et ça a fait des dépôts, ça a rebougé des roches, ce qui fait là, que c'est un phénomène qui est vraiment unique. Et j'ai envie de vous dire, petite anecdote, c'est un événement qui est, je vous l'ai dit, qui est unique, mais c'est quelque chose de très, très similaire qui s'est passé en Europe et qui a séparé, si on veut, la France de l'Angleterre. Donc, il y a des milliers d'années, il est arrivé quelque chose de similaire qui a fait séparer le continent et l'Angleterre. Alors, vous imaginez, c'est une puissance exceptionnelle. Alors, ça n'a pas séparé l'État de Washington, mais ça l'a vraiment transformé son paysage de façon exceptionnelle. Et dernier point, donc, je vous ai parlé de ce sol de l'ose. Donc, vraiment, c'est beaucoup de vent qui vont déposer des particules fines de sable, de limon et qui vont être vraiment là, très, très, vraiment là, c'est assez fascinant parce que vous imaginez ce sable, mais vraiment du lauze, là, on dirait de la farine ou du sucre en poudre tellement c'est fin, 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 fin. Alors, tout ça fait en sorte, là, vous voyez ici un profil, là, vous voyez comment donc sous-sol de basalte et tous ces dépôts les uns par les autres, quand on a charrié donc différents sédiments, donc tout ça, toutes ces couches et vraiment dans les différentes sous-régions que je vous ai montrées tantôt, puis on va en regarder encore ensemble tantôt, ben ça fait que on a vraiment une région qui est diversifiée. Dans l'État de Washington, autre particularité, donc je vous l'ai dit, ce sol aussi qui est de l'ose, entre autres, qui est comme du sucre en poudre. On en a déjà parlé ensemble. Si vous avez déjà suivi une animation avec moi, le phylloxéra, j'en parle souvent. Donc, ce petit puceron qui est un petit puceron américain, un petit puceron de chez nous qui a été apporté en Europe et qui a vraiment décimé vraiment le vignoble européen à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce petit puceron-là, donc, a fallu trouver, il était américain. Quand il est arrivé en Europe, il a trouvé vraiment un festin parce qu'il adore manger donc les pieds de vigne européennes, les Vitis vinifera. Et il a fallu trouver une solution. Donc, il a fallu greffer les vignes américaines, donc prendre vraiment les vignes autochtones, en guillemets, américaines, et greffer par-dessus les vignes européennes pour qu'on puisse faire renaître d'une certaine façon le vignoble européen. Tout ça s'est passé il y a environ une centaine d'années. Mais ce petit puceron-là, il n'arrive pas à s'installer de façon, disons, complètement, ou il n'arrive pas à s'installer vraiment partout dans l'État de Washington. Alors, on en a très, très peu. Et tout ça fait en sorte que les vignes n'ont pas besoin d'être greffées ou très, très peu dans l'État de Washington. Disons, le plus de 90% des vignes sont non greffées. Est-ce que ça change quelque chose au goût du vin? Certains vont dire que oui. Certains vont dire que non. Ce sera à vous de le juger et de le goûter dans les dégustations que vous allez faire. Mais souvent, je dis c'est très, très rare de goûter des vignes non greffées. Ben, ce sol qui est si particulier à l'État de Washington fait en sorte que les vignes sont non greffées. Alors, fait intéressant
je trouve. Alors, on revient à qu'est-ce qui différencie les vins Washington. Ben, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un peu le Far West. Hein? Donc, c'est une région qui est moderne, c'est une région qui est jeune. Alors, comme toute région jeune et un peu dans le Nouveau Monde, on peut essayer plein de choses. Alors, les vignerons ne se sont pas limités à dire, ben nous, on a seulement le Pinot Noir ou nous, on a seulement le Cabernet Sauvignon. Quand on regarde la chaleur qu'il fait, quand on regarde la possibilité, quand on regarde le climat, on dit, oh, j'ai la possibilité de faire du Cabernet, j'ai la possibilité de faire du Merlot, oh, je peux même faire de la Syrah. Donc, ils essaient des choses et ça leur donne finalement là, vraiment une grande palette de jeux, un grand profil, des couleurs différentes qui peuvent vraiment mettre dans leur vignoble et essayer ensuite des choses pour faire des vins à leur image. On trouve évidemment des influences donc du Nouveau Monde, mais aussi de l'Ancien Monde. Ici, on voit donc à quoi ça ressemble. Là, je vous parlais des différents cépages. Donc, dans le rouge, beaucoup de Cabernet Sauvignon, beaucoup de Merlot, beaucoup de Syrah. On a cette chaleur qui est disponible, ce soleil. Alors, on va vraiment planter des raisins qui vont avoir disons, qui vont avoir besoin de cette chaleur et de ce soleil pour mûrir, mais aussi, il y a certains endroits qui sont un peu plus frais, entre autres en altitude. Alors, le Riesling en blanc a vraiment de très beaux résultats. Et ben, vous voyez là à l'écran, c'est le Far West. Alors, on essaye plein de choses. On essaye plein de choses. C'est mignon, viognier. Et c'est ça qui est chouette. C'est vraiment, vous pouvez trouver des vins que vous allez découvrir des choses vraiment vous ne pensez pas prendre, par exemple, un 100% Mourvèdre, ben pourquoi pas? C'est possible de le faire, puis vous allez peut-être tomber en amour avec ça. Et je vous le disais, donc, dans les vins, on a cette fusion, vraiment, cette collision entre le nouveau monde, donc cette gourmandise, cette façon aussi d'utiliser une large éventail, une large palette de cépages, mais on a aussi cette structure, cette acidité, cette fraîcheur qu'on va trouver dans l'ancien monde, comme par exemple en Europe. Alors, ça va faire vraiment des profils de vins qui vont être tout à fait uniques et dans tout ça, ben, ce qui est important de souligner, c'est, je vous l'ai dit, plus de 1000 vraiment établissements vinicoles, près 1000 marques, j'ai envie de vous dire, qui travaillent main dans la main avec ceux qui cultivent les raisins parce que parfois tu peux avoir, par exemple, ta marque, mais tu ne possèdes pas les vignes. Alors, ils travaillent ensemble pour que vraiment, quand tu achètes les raisins, ben, tu as des contrats à long terme, tu vas surveiller tes vignes, tu donnes justement des indications aux producteurs de raisins pour faire des vins à ton goût. C'est le cas de le dire. Alors, je vous ai dit, 14 zones différentes. On ne va pas passer au travers des 14 ensemble. On a envie de boire du vin. Là, moi, j'ai ma bouteille qui m'attend. J'espère que vous avez la vôtre. Alors, j'ai ma bouteille qui m'attend. On ne va pas passer au travers des 14, mais ce qui est vraiment important de savoir, c'est que la plus grande appellation, c'est la Columbia Valley. J'ai envie de vous dire, Columbia Valley, c'est un peu comme Bordeaux générique. Alors, on peut prendre des raisins de différentes régions et les assembler ensemble et dire Columbia Valley. Fait que, par exemple, vous pourriez prendre 10% de Yakima, 50% de Walla Walla, les mettre ensemble et avec le reste, un autre 40% d'un autre endroit, vous les mettez ensemble et vous mettez Columbia Valley. Donc ça, c'est important de le savoir, que c'est cette plus grande zone établie en 1984 et ben, on cultive vraiment de tout là, dans cette grande zone-là qui englobe vraiment presque toute la région. Voici une des photos, comme je vous disais. Donc, on le voit, hein, cet immense, on se croirait dans le désert, hein, cet immense ciel bleu. On voit le sable au loin et évidemment nos vignes qui sont irriguées puis qui font cette démarcation très verte.
Yakima. Donc, en ce moment, on n'en a pas disponible au Québec des vins de cette appellation-là, mais c'est la plus vieille. Donc, il faut savoir, donc, entre Seattle et Yakima, on a environ un peu plus de 2 heures là, de distance. Alors, c'est toujours un choc hein, quand on part de Seattle, on traverse les montagnes Cascades, on est dans cet environnement, dans ces conifères, cette forêt de conifères, un environnement humide, et là, on arrive dans le désert et on voit les premières vignes de Yakima. Donc, ce sol de limon et avec beaucoup de cépages rouges, entre autres. Red Mountain, ben, je vous en parle parce que la famille Edge Family est installée là-bas et c'est un des vins forts qu'on a au Québec. Donc, Red Mountain, c'est une appellation, une très jeune, 2001. C'est une des régions où il fait le plus chaud et aussi une des plus en demande. Donc, c'est vraiment un environnement, j'avais envie de vous le montrer parce que vous allez peut-être voir donc des vins de Red Mountain. J'étais justement chez la Edge Family et on voit là, donc ce décor vraiment un peu différent des autres images que je vous ai montrées. Et peut-être vous connaissez ce vin-là. Je vous l'avais dit que vous aviez déjà goûté un vin de l'État de Washington. Voilà, voilà. Donc, la plus vieille région, c'est la plus vieille aussi parce que, donc, en termes des plus vieilles, je recommence. Donc, plus vieilles dans le sens des premiers établissements viticoles qui sont installés là-bas. Beaucoup d'établissements aussi. Charles Smith, entre autres, que vous connaissez peut-être, il fait plein de vins avec des étiquettes là, un peu funky, donc qui est installé là-bas. C'est très chouette d'aller à Walla Walla. Donc, vraiment, on est dans l'est du pays. On est vraiment avec la frontière de l'Oregon. Hein. Il y a des vignes en Oregon, des vignes dans l'État de Washington. Et c'est ce sol de Lowes dont je vous ai parlé. On en a dans la Red Mountain, mais on en a aussi donc à Walla Walla. Charles Smith, l'école 41 aussi, qui est à Walla Walla. Donc, ce sont des francophones qui se sont installés dans cette région-là. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'école 41. Donc, Funky Girl, je suis sûre aussi que vous avez déjà goûté ce Riesling-là, qui est bien connu au Québec. Voici de quoi ça a l'air, donc, à Walla Walla. Dernière chose avant de goûter tout ça, une des choses qui est intéressante, puis je me rappelle, j'avais interviewé pour un article un journaliste spécialisé dans la région dans l'État de Washington, il me disait, ce qui est méconnu des gens, au fond, c'est que les vins de l'État de Washington, ils sont pas chers pour la qualité. Alors, vous voyez ici les médailles du Wine Spectator. Bon, je vous encourage pas là. Les médailles, parfois ça veut pas dire grand chose, mais quand même, ici on voit les médailles par différents pays. Donc on voit qu'il y en a à peu près là égal. C'est peut-être pas votre profil de vin les Wine Spectator, mais on voit que l'État de Washington, les vins de là-bas ont quand même pas mal de médailles. Et voici le prix en moyenne. Donc, pour ce que le nombre de médailles, voici à peu près la moyenne des prix. Alors, on voit que pour les 20 médaillés, ben, c'est vraiment à 47 contrairement à d'autres qui seraient beaucoup plus chers dans d'autres pays. Ben, on peut faire, disons, des bons rapports qualité-prix, même si les vins américains, souvent, ils sont un peu plus chers. Ben, dites-vous peut-être que ça vaut plus la peine que dans d'autres régions. Alors, je vous ai promis, on va goûter ensemble. Alors, je vous dis, je vous mets la recette du succès parce que vraiment, pensez terroir, ce terroir qui est unique. Si vous avez quelque chose à retenir de cet atelier qu'on a fait ensemble aujourd'hui, puis vous pourrez le regarder encore, ce terroir, ce climat, cette géologie, le fait qu'on ait beaucoup d'heures d'ensoleillement, vraiment qu'on a un climat sec, qu'on ait moins de maladies qu'ailleurs dans le monde, presque exempt de phylloxéra, cette disponibilité en eau, ces hivers froids aussi qui font en sorte que le phylloxéra n'arrive pas à s'installer. Je vous l'avais pas dit ça plus tôt, ce vent persistant aussi qui enlève l'humidité, qui enlève certaines maladies, bien, ça fait en sorte qu'on a une super région à découvrir et
pourquoi pas la découvrir un jour quand on sera plus confiné. Vous aurez peut-être envie d'y aller. Alors, je vous le disais, du domaine Bookwalker, j'ai marqué en dessous aussi Château Saint-Michel parce que c'est un des grands moteurs. C'est pas le même domaine, mais c'est un grand moteur de viticulture là-bas. Alors, si vous avez envie de goûter leur vin, ça peut être une bonne chose. Alors, Bookwalker, on le goûte ensemble. Domaine là-bas qui est bien connu. C'est un assemblage vraiment typique bordelais. Donc, Cabernet Sauvignon, on a plein de choses. Hein? Cabernet Sauvignon, Merlot. On met aussi du Mourvèdre, donc qui est plus cépage du Rhône habituellement. Et ben, je vous le disais, c'est un peu le Far West. Alors, on peut essayer des choses et c'est ce qu'il a envie de nous proposer ici, ce domaine. Le vin, donc notre book qui vient d'arriver au Québec, 21 $. Vous aurez peut-être envie de le goûter avec moi. Peut-être vous aurez envie de le goûter avec des côtelettes d'agneau en fin de semaine sur votre barbecue. Pourquoi pas, c'est Pâques, ça peut être très chouette. Alors oui, je vous le disais, ce vin très classique, on est gorgé de fruits. Ce côté réglisse, un peu fumé, parce que évidemment, on a ce profil nouveau monde, cette fruit bien mûr, mais aussi ce côté fruit de chêne qui est bien présent. Un joli nez, on a plein d'épices, hein, on dirait la cannelle, poivre, une belle chose. En bouche. Hmm. Cette tension, c'est ça que je vous disais, je le goûte encore. Hmm. Ça fait un très bel apéro. Donc, cette tension, cette attaque qui arrive d'emblée en bouche, cette fraîcheur, mais aussi cette belle rondeur, cette belle gourmandise, ce fruit mûr, hein, des cerises mûres, on dirait qu'on est en été, là. On a ces cerises bien mûres, des mûres aussi, des framboises. On a vraiment ces petits fruits, mais aussi le côté, j'ai envie de dire un peu végétal, mais de fines herbes, hein, du thym, du laurier. Vraiment, on se croirait en été dans ce vin-là. Et c'est très persistant en bouche, avec une finale d'épices, vraiment très chouette, 21 $. Quand j'étais allée au domaine, je vous l'ai dit en 2017, et on avait goûté plusieurs de leurs vins très haut de gamme. Ils sont connus pour faire des vins très haut de gamme. Et ça ici, pour 21 $, très chouette. Je pense que ça va être une belle découverte. Alors, ben, merci beaucoup d'avoir été là. J'ai hâte de pouvoir être avec vous, de pouvoir vous servir moi-même les vins, de pouvoir partager, échanger. Je suis sûre que on nous aurait fait des beaux petits plats avec ça, on aurait pu manger ensemble, mais ce n'est que partie remise, je vous le promets. Alors, ben, si vous avez envie d'en apprendre plus, évidemment, vous pouvez suivre les vins de Washington sur les réseaux sociaux. Je vous en ai parlé un peu plus tôt aussi, ce mouvement qu'ils sont en train de mettre en place avec le CIP Glocal. Alors, ben, merci d'avoir été là. Je vous souhaite de belles dégustations. À bientôt.